Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologies antiques et atypiques. Et pour aujourd'hui, petit épisode vacances où je vais parler de cette platine cassette qui est la TCW370 de chez Sony. Pour la petite histoire, malheureusement je n'avais pas filmé de footage à ce moment-là, et malheureusement j'ai pas d'image à vous montrer. C'est une platine cassette que j'ai trouvée dans une poubelle, à côté d'une platine vinyle Lenko que malheureusement qui était beaucoup plus lourd que ça, et j'ai pas pu récupérer les deux, surtout que j'étais en vélo. La personne qui l'a mise à la poubelle m'a dit pas la peine de la récupérer, les deux ont pris l'eau, c'est complètement trempé, c'est foutu. J'ai répondu, ça peut être un défi de voir si je peux la réparer ou pas. Techniquement, en voyant la platine cassette comme ça, il n'y avait rien qui pouvait dire que c'était une bonne platine. C'était plus pour le défi, de voir si j'étais capable ou pas de la réparer. 2 semaines après avoir récupéré ça, il y a eu le deuxième confinement. J'ai dû faire mon déménagement en urgence. J'ai pris donc cette platine-là, j'ai mis au fond d'un carton. Et donc il a fallu attendre le mois de mars de cette année pour que je la retrouve au fond du carton et que je tente quelque chose. Et avec le temps qui a passé, j'avais déjà récupéré ma platine Aiwa à restaurer, que vous verrez dans une future vidéo, qui est beaucoup plus intéressante à plein de points de vue que celle-là. Mais je me suis dit, tant qu'à tenter une restauration, on va d'abord jouer avec celle-là, voir ce que je peux faire, et voir si je peux aller jusqu'au bout. Déjà, donc, premier démontage, donc on voit l'étiquette avec « ne tourne pas ». Bon, elle a eu le temps de sécher, entre début novembre et début mars. En 4 mois au fond d'un carton, même s'il y a eu différents trucs climatiques, elle était sèche. Donc j'ai tenté de la brancher. J'ai eu un bruit absolument immonde. Donc je me suis dit c'est peut-être plus grave que les courroies, ce que j'avais pensé au départ. Et je l'ai ouverte et j'ai bien vu que les courroies étaient HS. Et donc j'ai vu qu'il y avait 4 courroies et 2 moteurs, donc c'est pas le truc le plus basique. Les platines les plus basiques de l'époque avaient un seul moteur pour tout gérer. Ici il y en a 2. Une par unité de cassette en fait. Et puis la construction me semble bien meilleure que ce que j'aurais pu imaginer. C'est quand même du Sony. Comme vous le voyez ici sur le catalogue donc de 1991, il y avait encore 2 platines de cassette encore plus basses dans la gamme que celle-là. Celle-là était basique et on voit que l'intérieur était quand même de qualité Sony et puis c'était pas le plus bas de gamme. Et donc au niveau de prix, c'était 200$, ce qui équivaut à peu près à 350€ de maintenant. Donc on voit qu'on n'est pas quand même sur de la chinoiserie à 20€. Même si, par rapport à l'électronique que j'ai vue dans les autres platines, ça me semble quand même rudimentaire, mais de qualité. J'ai commandé les courroies qui vont bien. J'ai attendu plus d'un mois pour les recevoir. Mais voilà, les soirs de la semaine avant ma première grosse formation Ubuntu que j'ai donnée en juin, je me suis décidé à la redémonter complètement, à installer les courroies. J'y ai passé au total 20 heures, ce qui est assez énorme. Déjà, la première chose que je me suis rendu compte, c'est que le premier deck, celui qui fait que lecture, en fait, il y avait un engrenage qui s'était déplacé dedans, d'où le bruit énorme que faisait la platine en démarrant. Et puis, l'autre souci, j'ai réussi à le remettre en place avec plusieurs essais. L'autre souci, c'est là où j'en viendrai donc avec les aventures d'un Speedboy et je vous expliquerai à la fin pourquoi je ne vais pas continuer dans ce genre de choses. C'est qu'avec ma dyspraxie, j'ai énormément de mal avec tout ce qui est petit déplacement. Dyspraxie et ma vue surtout. J'ai un mal fou à me placer, même si j'ai l'avantage d'avoir des tout petits doigts, mais j'ai du mal à les placer correctement et surtout à voir ce que je fais. Et donc, c'est très très compliqué pour moi de placer correctement les courroies, les petits composants, les petits engrenages, d'où le fait que j'y ai passé beaucoup de temps. Une fois que j'ai réussi donc à mettre les courroies, j'ai fait un réglage du deck A et j'ai été assez impressionné. J'ai réussi donc à le régler à une vitesse avec un décalage de 0,01%, donc plutôt précis, et avec un one flutter de 0,08%, ce qui est en fait quasiment meilleur que les specs de la platine, et ce qui est aussi bon que
des platines comme la TIAC, je vois qu'on ne la voit pas ici, mais que je vous ai montré rapidement la dernière fois. Enfin bref, on est quand même sur quelque chose de bon, une fois que voilà, une fois qu'elle est correctement réglée. Par contre, le deck B, j'ai eu beaucoup plus, celui qui enregistre, j'ai eu beaucoup plus de mal à le régler correctement. Les courroies viennent du même endroit, donc bon, je suppose qu'il a peut-être été plus utilisé que le premier. Et j'ai surtout un gros bruit de fond que j'ai pas sur le deck A. Il y a peut-être un condensateur un condensateur ou un fil qui sera un petit peu dénudé. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais en tout cas voilà, j'ai pour moi vraiment voilà, l'unité A, celle qui est en lecture, qui va être utilisable, et puis le B, ça sera vraiment pour le secours. Donc ça nous permet de voir aussi ici sur le deck qu'on a quand même des réglages qui sont directement sur l'unité. Donc tout est ensemble, que la partie, l'unité de la cassette est plutôt bonne, plutôt bien construite, et qu'on règle directement le bias et la vitesse directement sur le deck et pas sur la platine complète. Ce qui m'a fait un petit peu peur, puisque pour tournevis c'était quand même très proche quand j'ai fait les réglages, très proche du transfo, et comme je vous ai dit, vu que je vois pas les dimensions, si je vais 2 cm trop loin, je me prends du 220 volts. Mais bref, j'ai quand même réussi, donc tout va bien. Et puis au milieu, on a la plaque qui, en fait, carte mère de la platine, qui va contrôler l'ensemble de la platine, et donc afficher le vumètre, etc. Donc au final, c'est plutôt basique, mais voilà, si vous réussissez à la trouver en état de marche, elle n'est pas si mauvaise que ça, franchement je m'attendais à bien pire. Est-ce que ça a valu 20 heures de travail dessus? Je ne le pense pas. Voilà, il y a énormément d'autres platines cassettes. Malheureusement, j'ai loupé à une semaine près dans une ressourcerie où je vais. Ils ont testé une Memorex qui était, je pense, la copie de la Iowa qui est derrière moi, enfin la version auto-reverse, pas la version 3 têtes, des années 80, qui était vraiment splendide et qui aurait vraiment mérité une rénovation. Et je pense que dans les ressourceries, il y a souvent des platines cassettes beaucoup plus qualitatives que celle-là. Mais en tout cas, celle-là va me servir pour réaliser des vidéos sur la cassette audio, et peut-être aussi le deck B, vu qu'il fonctionne pas très bien, pour aider un abonné pour réparer une de ces platines. Comme je disais, je pense pas que je vais continuer dans ce genre de rénovation. Alors bien sûr, je vais avoir une ou deux platines où je vais finir les rénovations, puisque c'est des platines qui le valent vraiment. Je parle par exemple de la Iowa F660 qui est derrière moi, et de la Sony que j'aurais dû vous présenter là, et qu'en fait la rénovation, les trucs qui marchent pas comme il faut, donc il faut que j'aille plus loin. La Sony, la K55 Mark II, qui sont des platines qui valent la rénovation, donc je vais faire l'effort de le faire puisqu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Par contre, je suis désolé, si vous, abonnés, avez besoin d'aide, je pourrais vous aider à essayer de trouver la documentation, à trouver la panne si vous me dites ce que c'est. Par contre, vu le temps que je mets pour changer les petites pièces, et puis rassembler tout ça, la démonter sans tout casser, et les remonter, ça c'est une platine simple, j'ai passé 20 heures dessus. Je ne vais pas le faire pour d'autres personnes, donc j'en suis vraiment désolé. Et puis deux, je vais pas lancer un commerce, c'est pas mon but. Moi, c'est plutôt de partager ma passion de la hi-fi vintage, du fonctionnement, etc. Je vais pas lancer un commerce de réparation hi-fi. Il y en a quelques-uns qui font ça bien, alors, je suis d'accord, ils sont chers, mais malheureusement, les compétences rares se payent, et ils sont de moins en moins nombreux. Et ils sont beaucoup plus rapides que moi, donc il faut savoir que si j'arrivais à avoir la même expérience qu'eux, en sachant que je risque d'être toujours 2 à 3 fois plus lent qu'eux, si je mets le même tarif horaire qu'eux,
pour pouvoir en vivre, ben vous imaginez que mes tarifs seraient juste exorbitants. Vous paierez à peu près 300 €, 400 € pour réparer une platine comme celle-là. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt économique. C'est un hobby que je fais pour moi. Je peux vous aider à pratiquer, mais c'est pas quelque chose que je vais faire de manière pro. Donc de réparer les platines cassettes pour les autres, j'en suis désolé. Mais voilà, vous reverrez peut-être justement cette platine quand je vais faire le fonctionnement de la cassette audio. Je vous donne rendez-vous pour un épisode plus complet à la rentrée. Comme je vous ai dit, j'ai une dernière formation fin septembre. Et si tout va bien, après, je vais pouvoir vraiment lancer tous les mois un très gros épisode sur une technique. Les 3 prochains qui sont dans la liste, on verra bien, là où j'arriverai à avoir tous les éléments pour savoir l'ordre où je les fais. Au niveau tech antique, ça va être le CD audio, le DAT et le DCC qui seront les 3 grosses prochaines vidéos. Donc sur toute la fin de l'année. Je vous dis soyez authentiques et atypiques et à très bientôt.